de Mais là, on est en de direct. fond. Ben oui, une musique de fond. Tu Voilà. sais, on va se professionnaliser, puis on va tout ça tranquillement, pas vite. Ouais, Bonjour, ok. bonsoir tout le monde, dépendamment à l'heure que vous allez nous regarder. C'est Larsan Ellie sur Ivocan Relais. Aujourd'hui, je suis avec Harry Félix. Vous allez voir qu'on a fait une entorse et je vais faire des entorses comme ça, tranquillement, pas vite, aux gens qui vont vouloir passer sur Ivocan Relais. Donc, Harry Félix, il va avoir le temps de se présenter. Là, il est 19 heures et c'est notre rendez-vous de la semaine. Aujourd'hui, on est avec Harry. Tranquillement, pas vite, vous allez vous connecter. Moi, j'essaye de partager à chaque fois, une, deux fois pour permettre à tout le monde d'être à la même, au même diapason et qu'on puisse euh, regarder ensemble et suivre ensemble l'émission d'aujourd'hui que je souhaite très inspirante pour chacune des personnes qui vont nous prendre soit en direct, soit en replay. Vous savez que Facebook, il garde le direct sur la page 30 jours. On le télécharge, on le met à disposition sur YouTube. Après, on va le télécharger encore sur Facebook. Donc, si vous l'avez raté, c'est pas un problème. Vous partez sur la page Ivocan Relais de YouTube et vous allez avoir accès à l'émission. Donc, bonsoir Harry Félix. Oui, bonsoir Larissa et bonsoir également à tous nos auditeurs et auditrices ce soir. Et la première question que j'ai dit à tout le monde, c'est présente-toi à ceux qui nous regardent. Oui, bien en fait, pour dire aux éditeurs, moi je suis Harry Félix, je suis époux, je suis père de deux grandes filles. Mes filles ont déjà 19 et 21 ans, donc ça révèle déjà un peu mon âge. Je suis également entrepreneur. Je porte le rôle et le chapeau de stratège en marketing multiculturel et consultant en développement des affaires. Je viens d'Haïti, né à Port-au-Prince dans les années 70. Et puis, je peux vous dire aussi que je viens d'une fratrie de 6 enfants. Je suis le tout dernier, le bébé de la famille. Donc, en gros, c'est moi. C'est moi, Harry Félix. Et né à Port-au-Prince, débarqué au Canada en quelle année et qu'est-ce qui a fait que Harry Félix est arrivé au Canada? Donc, bon, puisque ça a été à un très jeune âge, j'ai pas eu le choix d'immigrer. Ah, Mon père donc c'est avait l'immigration familiale. Voilà, c'est l'immigration familiale. Mon père nous avait devancés depuis les années 73, presque 3 ans avant. Il a été le pionnier de la famille qui a ouvert la voie du Canada pour nous, surtout dans les conditions à cause de la dictature de Papa Doc qui se passait en Haïti à l'époque et puis les opportunités qui manquaient au pays. Donc, il a émigré pour pouvoir nous donner un meilleur avenir. Et puis, nous, on l'a suivi, ma mère et mes frères, 3 ans plus tard. Donc, on a eu 3 ans de séparation et pour le rejoindre en 76, l'année des Olympiques. Hein, à Montréal, l'année des Olympiques. Et j'ai une petite anecdote par rapport à ça, l'année des Olympiques, parce que à mon arrivée, je suis arrivé en janvier, le 26 janvier 76, à un très jeune âge, j'avais à peine 5 ans à l'époque. Et puis, plus tard, vers l'été, j'habitais dans le quartier Saint-Michel et il y avait les Olympiques à Montréal et le marathon de Montréal est passé sur le boulevard P9. Et à l'époque, j'avais un petit jeune gars qui était mordu de sport. Il me disait, un Québécois, il me disait Henri, parce qu'il ne pouvait pas me prononcer Henri. Il disait Henri, les Olympiques vont passer, ils vont passer. Moi, je ne savais pas ce qu'il me disait. Mais j'étais sur la galerie, je regardais, les rues étaient barricadées de barrières. On ne pouvait pas traverser le grand boulevard Pinot. Et puis tout d'un coup, j'ai vu une marée de gens. C'était tous les marathoniens qui sont passés au devant de nous. Et puis, à chaque année, je m'attendais à revivre cette expérience, puis elle n'est jamais revenue. Donc, j'ai vécu un moment historique à Montréal lors des Olympiques. J'ai assisté au marathon live
de ma galerie. Oui, oui, t'étais comme un privilégié. Et puis, c'était là au bon moment. T'es venu jeune. Et je parle avec toi et puis je me dis, en 76, là, c'est comment pour un noir Ah, d'être à Montréal? bon, parce que quand tu es jeune, tu te fais pas nécessairement d'idées préconçues. Tu es Mhm, un enfant, point. Pour moi, ouais, on peut voir la différence. Oui, tu es entouré de petits Québécois, tu es entouré de différents accents. Et mhm, puis, ce qui m'a fait rire aussi à une époque, il y a le premier Québécois qui m'avait abordé, c'est peut-être un jeune adolescent, il m'a dit, Harry, il fait fret. Et puis quand il m'a dit, il fait fret, c'est comme ça on prononce le créole aussi. oui. On dit il fait fret, mais lui m'a dit il fait fret. Mais comme petit, j'avais pas trouvé la nuance. J'ai commencé à lui parler en créole parce que je pensais qu'il parlait créole. Ah, Et oui. puis là, je me rappelais, on m'avait dit, mais on m'avait dit que les Blancs ne parlaient pas créole. Mais voilà, je trouve un Blanc qui parle créole. Donc là, j'ai commencé à lui déballer. Et puis là, il m'a dit, hein? Après, je me suis rendu compte que, voilà, avec la langue, il y avait une différence. Donc, on absorbe, en fait, toute la culture lorsqu'on est jeune. On apprend non seulement à se vêtir de manière différente parce que nos parents n'ont pas nécessairement cette notion. J'ai eu des engelures, j'ai gelé, mes pieds ont gelé, j'avais pas nécessairement de combinaison sous mes pantalons, j'avais pas de pantalon de neige. Tout ça, là, ça a été un apprentissage. À chaque fois, le ou la professeur me disait, il faut dire à tes parents qu'il te faut telle chose. Il faut dire à tes Oui. parents qu'il te faut telle chose. Donc, c'est au fur et à mesure, là, ça nous a pris, c'est comme une saison, mais par la suite, on s'est vite adapté. Voilà. Et, et vraiment, comme tu dis, l'enfant que tu étais, il n'y avait pas de couleur, il n'y avait pas, c'était juste un enfant qui était venu dans un pays qui profitait de tout ce qu'il voyait comme nouveauté, comme environnement, comme accent. Et ça devait être très beau. Ça devait être très beau, je pense. Ouais, Et effectivement. on va parler de ton entreprise, Metro City Marketing. Qu'est-ce que c'est et bon, d'abord, oui, qu'est-ce que c'est et comment est-ce que tu as démarré l'aventure avec Metro City Market? Ouais. Donc, Metro City Marketing est venu, en fin de compte, d'abord, c'est une agence de commercialisation. C'est une agence de commercialisation qui offre des services dans deux volets. Nos deux grands volets sont le développement des affaires et surtout, lorsqu'on dit développement des affaires, c'est le développement de la gestion de territoires, des réseaux de distribution, euh, de, et pour permettre, en fin de compte, d'aller à nos clients d'aller chercher des partenaires de distribution pour accélérer leur croissance. Et le deuxième volet qu'on fait aussi, c'est le marketing de terrain, où est-ce qu'on fait soit du branding en magasin pour afficher les marques à l'intérieur des réseaux. On fait aussi des initiatives ou des animations comme dans ces magasins-là aussi pour montrer à la clientèle les avantages et des services offerts par nos clients. Et aussi, bon, on fait de l'événementiel par rapport à lorsqu'il y a des événements dans la communauté. On aime bien être présent pour expliquer aux gens quels sont les avantages d'utiliser les produits et services de notre clientèle. Tout en passant, là, sans faire un grand détour, mais que ce soit du placement média, on en fait aussi, on fait également des spots publicitaires, tout ce qui a rapport au marketing de terrain, Oui, on le fait également. Voilà. Donc, et c'est d'où ça a continue, débuté? continue. Oui, parce que Oui, c'est ça, j'avais. c'était le reste de Oui, la ouais, question. l'autre question que j'avais retenue, d'où ça a débuté, moi, c'est comme si je suis un peu tombé dedans pratiquement par hasard,
parce que j'ai eu un contrat avec la Digicel à l'époque. Digicel, c'est un opérateur euh, téléphonique qui est basé dans les Caraïbes, qui est dans 34 marchés à travers le monde. Et puis, ils cherchaient quelqu'un qui pouvait leur aider à développer leur marché au Canada. Et puisque j'avais une certaine expertise et expérience dans la gestion de territoire, j'ai eu une entrevue. Ils m'ont dit, OK, on va faire un essai pendant une période de 6 mois. Et puis, 6 mois est devenu, par la suite, de fil en aiguille, 6 ans. Donc, ça a duré une aventure de 6 ans où est-ce que j'ai vraiment appris. Mais on m'avait donné beaucoup de responsabilités. Et puis là, je me suis dit, ben, c'est comme si j'étais beaucoup pressé comme un citron, mais je me disais, sois patient, parce qu'un jour, tu vas pouvoir monétiser tout ça. Et puis, je me suis dit, ben, en fin de compte, tout ce que je faisais à la Digicel, je l'ai converti en service pour l'entreprise lorsque je l'ai créé. Et puis, c'est ça. C'est comme ça que. Donc, c'est comme si c'était une continuité de ce que tu faisais. Donc, en fin de compte, tu travailles pour toi-même, mais dans ce que tu faisais. Voilà. Pour autrui. Pour autrui, effectivement. Et puis, j'ai appris aussi avec des gens qui avaient c'est comme le mindset pratiquement global, parce que les équipes, j'avais accès à des gens qui géraient plusieurs marchés à la fois, où on était Montréal, il y avait Toronto, il y a Miami, il y a New York, partout où est-ce qu'il y avait de grandes diasporas. Et surtout, ça se passe dans les régions métropolitaines, d'où le nom de Metro City. Parce que nous, malgré qu'on a une vision pratiquement globale, mais notre terrain de jeu, ce sont les grandes villes où est-ce qu'il y a une bonne proportion de diaspora, soit afro ou latino-américaine. Voilà. Voilà. Et c'est quoi qui a été ta principale source de motivation? Ce qui m'a motivé, c'était surtout, disons que mon parcours a été un peu atypique. J'ai touché à beaucoup de choses. Ce qui m'a motivé, c'est que lorsque j'ai trouvé et j'ai été sur le terrain, j'ai rencontré des gens qui me ressemblaient. J'ai comme eu accès à tout un écosystème, c'est-à-dire les médias, ce sont des gens comme moi. Sur le terrain, j'ai rencontré plein de gens de diverses origines, mais aussi d'origine haïtienne également, de différents pays, de la diaspora africaine également, qui vendaient avec nous. Et puis là, je me suis dit, ah, j'ai enfin trouvé ma chaise. Et puis là, je me suis dit, peu importe ce qui arrive, je plante ma tente ici parce que je me plais tellement à faire plusieurs choses, parce que dans le passé, quand j'avais des rôles qui étaient assez limités, c'est comme j'aimais ça, mais ce n'était pas une passion. Mais lorsque je suis tombé dans cet environnement où est-ce que je pouvais offrir plus d'opportunités aux gens qui me ressemblent, aux gens de ma communauté. Les gens me disaient, Harry, est-ce que tu as d'autres choses? Oui, je vais chercher à trouver autre chose à te partager pour que tu puisses faire de meilleurs chiffres de vente, de pouvoir également mieux asseoir ton entreprise, juste en te donnant plus de choses à offrir à ta clientèle. Et puis, je trouvais que c'était le mot en anglais qui m'arrive, c'est rewarding, mais c'était très... j'arrive pas à trouver le mot français, mais reward, c'est gratifiant. Voilà, c'était extrêmement gratifiant. Alors, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé, je bouge plus. Et puis, ça fait depuis 2012 que je suis dans le domaine, donc ça va faire bientôt 13 ans. Voilà.
présent dans le domaine, c'est beaucoup, avec beaucoup d'expérience. Et ben ça, quand je pose la question, tout le monde dit oui. Est-ce que tu as eu des obstacles quand tu as commencé ton entreprise et jusqu'à aujourd'hui? Et comment est-ce que tu arrives à passer outre ces obstacles-là? Oui, ben, les obstacles, ils sont là pour nous faire grandir. Voilà, les, les obstacles, j'en ai eu, pardon. C'est toujours les mêmes choses au niveau du financement. Tu pars seul. Euh, T'as pas une grande équipe. Il y a des gens qui font un bout de chemin avec toi, mais parce que les, euh, les fonds ne rentrent pas aussi régulièrement qu'il le faudrait, ben, Mhm, ils lâchent, ils abandonnent. Donc, c'est un parcours. Hein, et puis maintenant, je me suis habitué à ça. Je me suis dit, bien, euh, c'est pratiquement tout le monde est invité, mais mhm. seulement ceux qui sont passionnés vont aboutir à un autre chemin. Donc, à ce moment-là, il y a plusieurs qui te disent oui, oui, je suis là, tu peux compter sur moi. Et puis après, ben non, mais tu les vois pas nécessairement. Donc, au niveau de l'engagement, au niveau du financement, et je pense aussi qu'au niveau d'avoir des exemples, d'avoir soit une entreprise qui aurait été dans le domaine avant moi, qui aurait pu me donner les filons, d'éviter les Mhm. erreurs. Mais non, c'est pratiquement quand tu es pionnier à l'intérieur d'un domaine, c'est toi qui prends tous les coups. Et puis, C'est toi qui vas donner aux autres. oui, et puis pour pouvoir parer et éviter ces types d'erreurs-là pour les autres qui suivent, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, là, quelle est la plus grande réussite de Harry dans Metro City Marketing? Marketing. Bon, là, je dirais la plus grosse dans City Marketing, mais j'aimerais aussi l'étendre au niveau de la vie en général parce que on, moi, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on est toujours le reflet de qui on est. Alors, lorsqu'on Mhm, parle au niveau de l'entreprise, le plus grand succès, c'est que maintenant, j'ai des équipes sur les différents terrains, sur les différentes mhm. villes. Donc, j'ai des équipes à Québec, j'ai des équipes à Trois-Rivières, j'ai une équipe à Montréal, j'ai une équipe à Toronto, j'ai une équipe à Edmonton et j'ai une équipe à Calgary aussi. Et on travaille pour pouvoir mettre des équipes en place. Ça, c'est l'équipe promotionnelle. Mais aussi, on regarde à mettre en place des équipes plus stratégiques, plus de gestion qui vont suivre à travers ça. Donc, cette étape-là, elle est atteinte et j'en suis très fier. Mais aussi, je pense que lorsque je regarde ça au niveau personnel, une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir bâti un foyer stable, tu vois, d'avoir bâti un foyer stable, d'avoir une famille épanouie où est-ce que tous les membres sont épanouis, où est-ce que tous les membres aussi se, se bâtissent un avenir parce que trop souvent, j'ai vu des familles disloquées et puis Ouais, pour bâtir une une, entreprise. non seulement une entreprise, mais une société forte, il nous faut des Mm. familles fortes. Oui. Mm. Donc là, ça pour moi, avoir réussi, puis maintenant, cette année, je reviens de la Barbade, 25 ans de vie conjugale et j'en suis très, très, très fier. Bravo. Et puis, donc ça, c'est au niveau de la famille. Parce qu'un jour, l'entreprise risque de ne plus être là, mais la famille va rester. Mais un autre niveau encore, où est-ce que je pourrais dire, où est-ce que je suis très fier, c'est que j'ai eu le privilège de, de, de rencontrer et de connaître Dieu, sans en faire un grand, Un grand un grand débat. sujet, un grand débat. Mais d'où vient aussi cette affinité avec la communauté ivoirienne? Parce que
j'ai évolué au sein d'une église sous le leadership d'un pasteur ivoirien. Et puis, j'ai pu expérimenter euh, ce que ce qu'une relation et une vie avec, avec Dieu était à partir de lui. Et puis ça, c'est comme le fondement sur lequel j'ai bâti ma famille. Et c'est le même fondement-là avec lequel j'ai bâti mon entreprise. Voilà. Vraiment, c'est une très belle réussite, surtout Dieu au centre de notre histoire. Et Mm. puis, je suis contente parce que je me disais, mais Harry, là, il fait quoi chez nous quand j'ai su qu'il n'était Ivoirien. pas ivoire. Excusez-moi 2 secondes. D'accord. C'est ça, les aléas du direct. Ouais. Donc, comme je disais, aujourd'hui, ça s'explique pourquoi Harry est tant... Et aussi te remercier parce que, ben, comme moi, j'ai des étudiants étrangers où il y a des gens qui me sollicitent, je vais dire, Harry, est-ce que tu vas dire, ben, je vais voir. À chaque fois, tu vas pas dire non, tu dis, je vais voir ce que je peux faire. Et puis, tu réponds, oui, quand tu le peux. Et ça, on doit te remercier aussi pour ça. Parce que tu dis pas, non, je suis dans mon coin. Non, 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 tu t'impliques vraiment. Et ça, c'est vraiment à saluer. Si tu devais revivre ton parcours, c'est quoi que tu allais faire différemment? Euh, Moi, je pense que c'est l'accompagnement. Je me ferais accompagner. Je chercherais des mentors au tout début. Je chercherais même plusieurs guides pour pouvoir aller plus vite, pour pouvoir aussi lire les bons livres, pour pouvoir également m'exercer ou bien me bâtir plus rapidement. Parce que tu vois, j'ai fait un cheminement, j'ai connu les Toastmasters, j'ai connu l'art oratoire. Ça m'a beaucoup aidé, mais je crois que j'aurais pu avoir un parcours beaucoup plus direct. Et si je m'étais découvert plus rapidement, j'allais mieux m'aligner ou bien aligner ma carrière à qui j'étais. Et puis, si maintenant je peux faire une petite annonce pour un livre en anglais qui m'a beaucoup aidé, c'est un livre que ça s'appelle Do What You Are. C'est un livre qui te permet de découvrir à travers non seulement ta personnalité, à travers de tes préférences, ton style de leadership, à travers aussi, et il te donne également les choix de carrière qui seraient le mieux appropriés pour toi. Et puis, quand là, j'ai ce livre-là en main, ça a changé ma vie. C'est Do What You Are. Je vous le conseille énormément si vous désirez éviter d'avoir un parcours plus ou moins atypique ou bien tout toucher à tout sans savoir exactement ce que vous devez faire. J'avais dit, ah, si j'avais ce livre-là, là, je serais sûrement pas mal plus loin. Et puis le deuxième, qu'est-ce que j'ai eu comme coach parce que j'ai pas eu de mentor en tant que tel. J'aurais aimé en avoir, mais cependant, j'ai eu la chance de lire des livres comme Stephen Covey, Les 7 habitudes des gens hautement efficaces. Je pense que c'est la traduction, Highly Effective People. Ça aussi, ça m'a donné une nouvelle perspective de qui je pouvais être et sur quoi me concentrer pour assurer mon développement et mon efficacité. Donc, ne lésez pas la possibilité de vous faire accompagner, d'avoir des mentors, parce qu'il y a tellement de choses que vous pourriez éviter et accélérer aussi votre croissance. Voilà. Est-ce que entreprendre, c'est facile, selon toi? Bon. Entreprendre, c'est pas facile, mais ça se fait mieux lorsqu'on est entouré de gens qui l'ont déjà fait.
Voilà. Donc, je pourrais dire ça. Parce que si tu entreprends, il faut d'abord, avant d'entreprendre, je crois, se développer. Il faut développer une expertise qu'on sera en mesure de monétiser. Et pour développer une expertise, il faut te donner du temps. On dit que ça prend au moins 10 000 heures pour développer une expertise. Donc, 10 000 heures, c'est environ, si on travaille à temps plein, c'est pratiquement 7 ans pratiquement 7 ans de travail. Donc, on peut l'accélérer en donnant des bouchées doubles, le faire en 5, le faire en 4, mais ça prend ce temps-là. Donc, lorsqu'on a développé une expertise, c'est beaucoup plus facile par la suite pour le monétiser parce que là, à ce moment-là, on maîtrise ce qu'on apporte et le niveau de confiance qu'on a là, lorsqu'on se trouve devant une personne puis on lui parle de ce qu'on fait, nous donne une certaine assurance, une certaine sérénité, tandis que si on commence tout jeune, on n'a pas encore fait nos armes et puis on veut tout de suite se lancer, là, il va avoir dans notre esprit ou bien derrière notre tête, là, le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je vais vraiment être capable de le faire? Parce qu'on n'est pas encore là. Il faut manger ses croûtes, comme on dit en québécois. Il faut manger ses croûtes pour bien partir. Mais même quand tu as une belle expertise, il faut aussi être entouré. Maintenant, à l'heure actuelle, je trouve qu'on est dans un temps où est-ce que c'est l'une des meilleurs temps pour entreprendre à l'heure actuelle. Parce que les incubateurs sont là, les accompagnements sont là, on a des exemples de réussite tangible au-devant de nous. Et puis, on a des gens aussi qui entreprennent, qui nous ressemblent. Parce que faut dire que lorsque moi, j'ai quitté l'école, là, il y avait pas de gens qui me ressemblaient à la Caisse populaire. Il n'y avait pas de gens qui étaient dans les PME. Et ça, je dis merci aussi à l'immigration, je pourrais mettre en guillemets, africaine, parce que ça a changé, ça a changé beaucoup de choses avec les professionnels et comment je pourrais dire, les cerveaux qui sont arrivés, je pourrais dire après 95, ça a été tout un changement, voir ces professionnels se placer dans des entreprises qui avaient très peu ou pas de représentation. Voilà. Oui, mais on va dire aujourd'hui, il y a encore des villes où on n'est pas du genre, on voit pas des gens qui nous ressemblent dans des postes de responsabilité, mais c'est pas beaucoup parce que moi, je me rappelle, je suis pas venue assez vieille en 1960, non, mais comme tu le dis, il y a eu une période, l'immigration africaine, quand on lit, c'est qu'il y a eu une période où c'était beaucoup des étudiants boursiers qui avaient de la bourse, qui pouvaient venir ici avec la bourse de l'État, de certains de nos gouvernements, ou des ententes avec le gouvernement pour venir étudier. Donc, c'était pas encore représentatif des gens, par exemple, que tu pouvais voir à la Caisse populaire parce que eux, c'était des étudiants. Mais comme tu le dis, vers 90-95, où la résidence permanente a été un peu ouverte, je vais dire ça comme ça, avec des comment on appelle ça, je vais dire des cases qu'on peut cocher qui étaient très atteignables. Là, c'est devenu un peu, le portrait est devenu un peu beau parce que, comme tu le dis, pour le jeune Harry qui est venu petit, il voit que c'est possible. Parce que au départ, le jeune Harry, ben, malheureusement, tout ce qu'il voyait comme modèle de réussite était blanc, était caucasien, était d'une autre couleur de peau que lui. Et lui, il voyait pas de personnes de la même race, de la même couleur que lui dans les sphères. Donc, comment est-ce qu'on veut que ce jeune Harry-là puisse se dire que ma finalité, c'est par exemple de ne faire que des petits métiers. Parce que c'est ça qu'il a comme exemple.
Ouais. Un enfant, c'est une éponge. Effectivement. Mais dans mon cas, j'ai cru, hein, j'ai cru que je pouvais percer parce que tout jeune, je travaillais à la ville de Saint-Laurent. Mhm, Il y a il y a des sphères auxquelles j'ai pu rentrer. Mais le jour que j'ai fini l'école et j'ai mhm. commencé à être sur le vrai marché du travail, ah là, ça a été, ça a été une autre histoire. Ça a été une autre histoire et le réseau que je pensais avoir, les contacts que je pensais Ouais. avoir, ah, c'était comme on dit, il y a une expression C'était sur le des pétrole avions en là. papier. Oui, Pfiou! c'était zéro barré. Zéro barré, tu te retrouves. J'ai pris mon premier poste après mon bac. C'était une époque aussi où est-ce que le- la, je pourrais dire, l'économie n'était pas très florissante. Les étudiants qui finissaient en baccalauréat, il y en avait beaucoup qui se retrouvaient chez Home Depot. Je me suis retrouvé à faire du service à la clientèle. Donc, j'ai un peu galéré et trouver quelque chose pour pouvoir bâtir, me bâtir. Mais à travers tout ça, il n'y a pas d'expériences qui ont été perdues. C'était toujours te préparer à la prochaine opportunité. Toujours te préparer à la prochaine opportunité. Et puis, il y a un jour que le déclic se fait. Tu te dis, Mhm, ah, OK, maintenant je peux comprendre tout le bagage que j'avais, c'était pas nécessairement à cause que telle ou telle raison, mais je me suis rendu compte que pour réussir à grand volume, il faut du capital. Si tu n'as pas de mhm, capital, c'est pas la même chose parce qu'à une époque, je faisais la promotion de concerts gospel et tout ça. J'avais des petits budgets mhm. et puis on arrivait à remplir des salles peut-être Les salles communautaires. oui, les salles communautaires, 300 personnes. Mais malgré qu'on a été au Monument National en 98 pour un concert gospel, on n'est pas arrivé à remplir les 800 places, mais on y était quand même parce on n'avait pas froid aux yeux. J'ai toujours été, oui, on va prendre les risques, il n'y a pas de problème. Je pense que cette année-là, mes associés, moi-même, moi personnellement, je pense que j'avais perdu quelque chose, pratiquement 2000 $ en 98. C'était beaucoup d'argent. C'était beaucoup, hein. C'était C'était beaucoup, beaucoup. mais je l'ai perdu. Mais quand j'ai commencé à faire la promotion pour les télécoms, et puis Mhm, j'avais des budgets de 12 000 dans le mois pour faire la radio et tout ça, là, j'ai vu mhm. les chiffres commencer à monter de manière faramineuse. J'ai dit, ah, c'est pour ça C'était qu'on pas avait. l'argent que j'avais. C'était parce que j'avais pas d'argent qui fait que les choses ne montaient pas. Voilà. Bah oui. Mais aussi, Mais, mais aussi la différence aussi quand on fait mhm, les choses à ce petit volume, c'est mhm, que on n'a pas un produit ou bien on n'a pas un service mhm, qui s'adresse à une masse. Il faut vraiment voir mhm. ça. Si ton marché est tout petit, même si tu mets beaucoup d'argent, tu ne vas pas nécessairement à le récupérer. Mais Oui. quelque chose comme le télécom, à l'époque, ça c'était avant WhatsApp, tout le monde en avait besoin Tout le monde avait besoin. et ça se Mhm, vendait comme comme des petits pains chauds. Voilà. mhm. Ben, il y a une partie que ça m'étonne un peu par rapport au concert que tu organisais dans la communauté haïtienne, parce que nous autres, qui sommes un peu dans l'événementiel, on nous vend que mais la communauté haïtienne dans l'événement, c'est tellement top. Ils arrivent à faire des événements, waouh, ils arrivent à vendre des tickets que nous, on peut même pas. Tu sais, à chaque fois, on nous dit, mais faites un peu comme la communauté haïtienne, ils se soutiennent, les événements sont waouh, les prix sont en gros, et puis les gens payent, il y a du monde. Et puis toi, tu viens me dire que. Non, mais en fait, compte, parce que ça, c'était dans le monde séculier. Ouais. C'est deux mondes différents. Et maintenant aussi, je pense on, on, on est à un autre niveau. Il y Ouais. avait pas de médias sociaux. Oui. À l'époque, là, les gens collaient des posters dans certains commerces. 2 jours après, le poster était plus là. Tu faisais des masses courriels, tu ne savais pas si les gens ouvraient ça ou non, mais Mhm, je pense que les gens ont évolué, l'industrie de l'entertainment a évolué aussi. mhm, Maintenant, tout le monde est accessible, mais la- le grand défi maintenant de ce domaine, c'est que les gens sont bombardés d'offres. ah bah oui.
Ouais. Si ton offre n'a pas quelque chose de très, très, très spécifique ou bien une, On va dire authentique aussi. ouais, ou présente un artiste qui a déjà un gros, gros, gros following, mais là, Mhm. c'est un peu plus difficile Ouais. d'aller chercher les gens. Mais les gens ont évolué, puis à un moment donné, Ouais. eux aussi, ces promoteurs-là ont galéré, mais Mhm. au fur et à mesure, ils sont devenus meilleurs, 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 et puis la population et l'immigration haïtienne, tu sais, Oh, on mhm. est pratiquement de 200 000 présentement au Québec, donc ça fait la différence. C'est comme, Ben, c'est la nous, on est communauté. comme 10% de vous. Voilà, donc c'est un peu la réalité qui fait que au niveau des afro-descendants, la Mhm. communauté francophone haïtienne est la plus grande. Chez les Mhm. anglophones, c'est la communauté jamaïcaine Mhm. qui est la plus grande et on les retrouve surtout dans la région de Toronto. Mais il Mhm. faut aussi essayer de faire comme maintenant. Là, tu vois, tu fais un blend, c'est les burnis érables. Tu vois, Mhm. tu as un blend, mais parfois, il faut voir aussi est-ce qu'on peut arriver à faire un blend puis aller chercher D'autres. Mhm. d'autres communautés parce que nous, les afro-descendants, on est à peu près 1,6 million au Canada. Mhm. On n'est pas suffisant pour être divisé dans Ouais. nos approches. Donc, il Mhm. faut, euh, il faut, il faut penser, c'est comme, par exemple, Pensez panafricain, l'âge. ah oui, à l'intérieur du Canada, et Mhm. puis avoir des collaborations aussi qui sont Mhm. fructueuses entre nos communautés pour qu'on puisse prospérer ensemble. Voilà. Et puis, ça va permettre aussi un genre de mentorat Ah entre oui, nous. absolument, absolument. Et puis on le voit maintenant parce que comme il y a les incubateurs qui sont là, ils font pas Mhm. de distinction. C'est comme tu viens de telle tribu. Non, tu as quelque chose dans le cœur, tu veux contribuer, tu as Ouais. quelque chose à pousser. Il y a aucun souci, on avance. C'est un peu la politique que j'ai aussi avec mon équipe promotionnelle. J'ai besoin de gens T'as de, besoin de, de personnes. de la T'as pas communauté besoin de ivoirienne. région. Oui, de la communauté ivoirienne, de la communauté sénégalaise, de la communauté malgache, de la communauté malienne. J'ai besoin de tout ce monde-là pour rejoindre la clientèle que nous desservons. Voilà. Une question dans les commentaires. Y a-t-il un moment pour entreprendre? Un nouvel arrivant peut-il immédiatement se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a, c'est comme un bon timing pour dire que oui, c'est maintenant et pas demain. Et quelqu'un qui vient d'arriver, qui connaît pas, je vais dire nouvel arrivant, mais je vais dire quelqu'un qui connaît pas l'environnement et autres, est-ce qu'il peut se lancer automatiquement dans l'entrepreneuriat? C'est possible parce que tout est possible à celui qui croit, mais ça va être un petit peu plus difficile. Hein. Ouais. Je crois que ça va être un petit peu plus difficile. On va avoir il va falloir avoir un apprentissage accéléré pour se bâtir des réseaux, parce que Mhm, certaines personnes, ils peuvent le faire, sont très, très forts dans le réseautage, de bâtir mhm, des liens et de s'entourer. Parce qu'une fois que tu es entouré et tu as une très, très, très bonne idée, mhm. le financement va suivre. Mais si tu n'as pas nécessairement encore l'entourage et tu n'as pas encore Le réseau. le réseau et la bonne idée, parce que c'est la bonne idée, elle est clé, il serait mieux d'attendre un peu, apprendre le processus chez un employeur, voir comment ça se passe. Parce que des fois, tu as une idée, mais tu n'as pas encore, en anglais, on dit le know-how, tu n'as pas encore le procédé pour faire fructifier ce que tu désires faire fructifier. Donc, parfois, il est mieux de prendre 1 an ou 2 ans à apprendre les rouages. Et puis là, à ce moment-là, tu dis, mais maintenant, je vais tenter ça après mes heures de travail. Je vais le développer, je vais le tester. Puis une fois qu'on a
nos confirmations, on a un bon prototype, les gens l'aiment, il y a une demande. Là, à ce moment-là, on fait la transition. Je pense que c'est la façon la plus sage pour éviter de vivre et de faire les choses en dents de scie. Voilà. Comment on appelle ça? Donc, il faut connaître les codes, connaître les rouages, et puis ça va un peu, tu places, et puis tu arrives à... selon toi, qu'est-ce qui manque à la diaspora, à la diaspora immigrante pour mieux se structurer? Ouais. Ben, en fait, moi, je pense que tout passe par le leadership. Hein. Il faut davantage augmenter le leadership et parmi les leaders, avoir plus de cohésion, de concertation. Souvent, on a des leaders communautaires, mais pour avoir un impact dans la société, il ne faut pas rester à l'intérieur d'un vase clos. C'est-à-dire, souvent, il y a une stratégie qu'on appelle en anglais, ils appelaient ça the Seven Mountain Strategy. Donc, il y a des sphères de la société il faut que tu puisses toucher ceux qui sont en influence pour pouvoir avoir un effet sur cette société. C'est-à-dire la famille, la communauté, l'éducation. Tu dois aussi regarder le gouvernement, le domaine des affaires, les médias et l'entertainment. Donc, si on arrive comme communauté afro à mettre tous ces vases-là ensemble et que chaque vase se développe et s'organise, là, à ce moment-là, on va pouvoir avoir un impact beaucoup plus tangible, réel, et puis chaque personne va pouvoir trouver, comme je pourrais dire, sa voix à travers ça. Parce que souvent, moi, je fais des activités et puis je me suis dit, mais moi, là, c'est comme si si je fais un peu de médias, si je fais un peu dans le domaine des affaires et puis je vais dans le communautaire, ces trois vases-là, s'ils sont bien organisés, ça me permet d'accélérer et de retrouver ma clientèle. Pour d'autres, ça peut être 3 autres vases ou 4 autres vases. Mais si ces vases-là sont... On a de bons leaders qui pensent pour l'avancement de tous, ça va beaucoup aider. Parce que j'ai vu des exemples à l'étranger. Par exemple, je pense à un organisme qui s'appelle Enterprise Ireland. Entreprise Ireland, tout ce qu'ils font, c'est de permettre aux entreprises irlandaises de bien performer dans la diaspora. Et ça, c'est un bras gouvernemental. J'arrive, mais ça, c'est extraordinaire. Si nous, on aurait notre entreprise Africa ou bien notre entreprise caribéenne, ça aiderait la communauté. Donc, moi, je pense que tout va passer par le leadership et puis un leadership qui est concerté et qui est pensé pour l'avancement de notre communauté, pour qu'on puisse avoir aussi nos infrastructures et nos institutions à l'intérieur de notre belle province du Québec. Voilà. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Comment est-ce que tu peux accompagner? D'abord, quel type d'entreprise que tu accompagnes et comment tu les accompagnes avec ta compagnie? Oui, mais moi, je fais toujours la même chose. C'est au niveau de leur expansion. Je te donne un exemple. J'accompagne présentement un importateur de jus de fruits, hein, un importateur de jus de fruits togolais. Je l'ai rencontré pendant une de mes activations pour le client Liban. Et puis, j'avais trouvé son produit intéressant. Et puis, je lui ai dit, mais si tu as besoin d'aide, moi, je peux t'aider à placer ton produit dans plus de points de vente.
Je peux t'aider à développer tes outils marketing pour que tu puisses avoir une image de marque qui est plus professionnelle. Et je peux t'aider aussi lorsque tu as de la difficulté, soit par manque de relation ou bien il y a des gens qui te ferment les portes. Je peux passer pour les ouvrir pour toi également. Fait que quand j'accompagne les gens, j'aime travailler avec des gens qui ont déjà commencé quelque chose, que tu es déjà parti, quel chemin que tu as emprunté, est-ce que je peux t'aider à emprunter un chemin qui va te permettre d'arriver à tes objectifs plus rapidement. Donc, c'est un peu ce que je fais quand j'accompagne les gens. Et parfois, c'est aller chercher comme une ressource, un partenaire additionnel qui va te permettre, avec ce partenariat-là, d'ouvrir des champs auxquels tu n'avais même pas pensé que tu pouvais obtenir. Voilà. Parce que les réseaux de distribution, je les connais bien, que ce soit en télécom ou que ce soit dans l'alimentation. J'ai développé plusieurs relations dans ce domaine-là. Alors, c'est ça. Et bien connaître les outils qu'il faut pour que te permettre d'accélérer ta croissance. C'est ce qu'on fait et on le fait à petite échelle pour les petits. On peut te permettre de doubler. Et puis, dans les grands, ben, quand je regarde à chaque année, souvent, c'est des croissances de 1 million et plus qu'on peut aller chercher pour nos plus gros clients. Voilà. Quels sont les défis de ta compagnie pour les mois à venir? À venir, c'est les défis, c'est d'aller chercher, comme pour moi, c'est d'aller chercher des collaborateurs et une équipe qui est plus solide. Ça, c'est une chose. Puis mettre en place des systèmes au niveau de l'automatisation pour mieux asseoir la croissance. Et puis, je dirais également de me faire accompagner, mais aussi challenger. Moi-même, je dois encore être comme... Je dois encore m'expandre, surtout ici, pour avoir une vision encore plus large, pour pouvoir, en fin de compte, avoir plus de place pour accompagner et bâtir une équipe qui est encore plus solide qu'elle l'est maintenant. Qu'elle l'est maintenant. Comme je t'ai dit avant qu'on commence le live, moi je te disais toujours, moi je t'associe à Liban. Donc, quand une entreprise de marketing arrive à faire qu'on associe l'entreprise à un produit, à un seul de ses produits, ça veut dire qu'il a quand même réussi à faire connaître ce produit-là. Donc, quand par exemple, tous les stylos, on les appelle Bic, oui. C'est parce que la marque Bic a beaucoup travaillé pour qu'on appelle pratiquement tous les stylos Bic. Ouais. Donc, aujourd'hui, quelles sont pêle-mêle quelques entreprises avec lesquelles ou quelques marques avec lesquelles tu travailles et que tu accompagnes? Oui. Bon, maintenant, ben aussi, parfois, c'est de l'accompagnement, parfois, c'est des partenariats. Tu vois, nous avons un partenariat avec le groupe OBV, entre autres avec Franck. Nous distribuons leur magazine présentement à Montréal, à Gatineau et à Gatineau également. Et puis, il y a plein d'autres projets qui vont en découler. J'accompagne l'importateur Remise en Victoire avec qui ont les jus First Tea. C'est des jus qui sont sans sucre ajouté, bon pour la santé et tout ça. Et puis eux également, c'est avoir à étendre leur réseau de distribution.
Ça, c'est les deux que j'accompagne à l'heure actuelle, en plus, en plus de Liban. Mais via des partenariats également, nous serons très, très bientôt à Londres en faisant et en offrant les mêmes types de services. Ou les mêmes types de services. Mais j'ai accompagné également, parfois j'ai des mandats qui ne sont pas des mandats Des mandats ponctuels. Oui, parfois j'ai des mandats ponctuels que j'ai accompagné des entreprises comme HP, qui est une plateforme de paiement beaucoup en Haïti. Donc, je pourrais dire que le modèle que nous avons, il peut toucher plusieurs domaines, mais l'important, c'est qui ton client au final. Parce que je fais on appelle ça en anglais du B2B, ça c'est business to business. Mes clients à moi, c'est des clients d'affaires, c'est des entreprises. Mais leurs clients ou bien leur cible à eux, c'est souvent du B2C. B2C. Donc, ceux qui font du B2C et qui doivent rejoindre la communauté afro ou la communauté latine, ben c'est nos clients parfaits. Donc, tu peux avoir une vision large que tu veux rejoindre tout le monde. Mais quand tu débutes, si tu n'es pas ciblé, souvent, tu n'as pas les sous pour rejoindre tout le monde en même temps. Il faut aller par étapes et souvent, il faut commencer par ce qui est près de toi, avec qui tu as une certaine affinité. Et dans ce réseau-là, il y a plusieurs joueurs et puis nous, on est en mesure de te présenter et te permettre d'avoir accès à ces joueurs-là pour aller plus vite. Maintenant, une fois que tu as atteint un bon noyau, que tu as bâti ta base, et puis maintenant que tu veux expandre pour aller chercher une autre cible ou bien une cible plus large, à ce moment-là, tu pourras passer à autre chose. Mais avant de faire ça, parfois, il est même préférable de dupliquer le modèle à l'intérieur des différentes communautés afro, c'est-à-dire tu le fais à Montréal, copie-coller, tu vas à Toronto, copie-coller, tu vas à l'Alberta, copie-coller. Et puis là, une fois que tu as toutes les grandes villes au Canada, là, tu peux aller, c'est juste à 6 heures de nous, au niveau, à New York, par exemple. Oui, tu vas devoir développer tout ce que tu as dans une autre langue, mais les communautés afro à New York, waouh! Tu pourrais, ils sont autant que pratiquement tout le Canada. Donc, tu as un super gros marché. Il y a des Sénégalais, il y a des Ivoiriens, il y a toutes sortes de monde de descendance afro dans les grandes villes aux États-Unis. Avant même que tu dises, OK, moi maintenant, je vais m'attaquer à un marché global, que tu vas avoir des compétiteurs féroces qui sont là depuis X années et qui ont les reins solides, tandis que nous, ben, si on fait bien les choses à l'intérieur de nos communautés, ben, je pense qu'on va être plus prospère et plus rapidement également. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut te contacter pour une consultation ou pour continuer la discussion ou demander des topos? C'est comment on fait pour rejoindre Metro City Marketing? Metro City Marketing, nous avons notre site Internet. Maintenant, je dois dire que nous sommes en pivot à l'heure actuelle. Parfois, vous pouvez voir que la marque Metro City Expansion peut être mis de l'avant parce qu'on est en train de laisser un peu le marketing pour l'expansion parce qu'on m'a tellement pris pour une agence digitale qu'on n'est pas, que je suis en train de laisser le marketing pour l'expansion.
Donc, notre site Internet, c'est le www.metrocityexpansion.com. Ça, c'est le site auquel vous pouvez nous rejoindre. Je suis aussi sur les réseaux sociaux. Sur mon LinkedIn, c'est tout simplement Harry Félix. Vous me demandez une demande de connexion, ça va me faire plaisir également de discuter avec vous. Et sur les réseaux sociaux, on a nos pages Métrocité et on a nos pages de Métrocité Expansion également qui sont déjà en ligne. Voilà. Parce que c'est Metro City Marketing que je connaissais, là. Ouais, voilà. Mais je vais remettre l'autre. Donc, le nouveau, c'est plus Metro City Marketing, c'est Metro Ouais, City Expansion. ouais, parce que ce site est encore là, mais bientôt il va disparaître. Tandis que le nouveau design, le nouveau branding, le Metro City Expansion est beaucoup plus actuel. Voilà. Donc, connectez-vous sur la page Metro City Expansion ou tapez Harry Félix ou Metro City Expansion sur Facebook et vous pourrez avoir accès à Harry pour parler de comment est-ce qu'il va vous accompagner pour aller frapper les portes. C'est ce qu'il a dit. Il vous accompagne pour aller ouvrir les portes que souvent vous ne pouvez pas ouvrir. Vous avez l'idée, vous avez l'entreprise, vous êtes là depuis quelques mois, quelques années, et vous voyez que le marché est un peu difficile d'accès. Lui, il a un réseau dans nos communautés. Comme il dit, la communauté afro et latine pour pouvoir vous accompagner, nous accompagner à aller frapper les portes. On est en train de tirer vers notre fin dans notre 1 heure de temps qui nous était impartie. Est-ce que il y a une question que tu t'attendais et que j'ai pas posée? Si oui, laquelle? Et puis tu réponds en même temps. Bon, bah, je ne sais pas que je m'y attendais, mais j'ai une autre question auquel j'aimerais bien répondre. Oui. C'était, souvent, on a des super-héros et des super-héroïnes qui ont des super-pouvoirs. Et des fois, on peut se demander, toi, Harry Félix, quel est ton super-pouvoir? Oui. Et je pense que le mien, c'est ma capacité de voir les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est-à-dire que quand je pense développement, quand je pense expansion, ça ne se limite pas nécessairement aux entreprises, mais pour l'individu. Quand j'ai une affinité pour reconnaître les diamants bruts et leur permettre d'évoluer et de briller à leur plein potentiel. Et je pense que c'est mon super pouvoir de pouvoir permettre aux gens là, de se voir et se projeter à un état beaucoup plus brillant auquel ils le sont maintenant et croire aussi à leur capacité. Parce que moi j'ai vécu ça comme transformation à l'époque où est-ce que j'étais un athlète. Je faisais de la course, le 800 mètres, et j'avais un coach au début de la saison. Il me dit, à toi, d'ici la fin de la saison, tu cours 2,6. J'avais 2,06 sur le 800 mètres et j'avais 14 ans à l'époque. Et puis, je courais 2,14, mais ma langue, j'étais à terre. J'ai dit, comment il va faire me permettre, il va me tuer. Mais au fur et à mesure, avec les entraînements qu'il m'a donnés, j'ai passé de 2,14 à 2,10 dans la prochaine course en moins de 2 semaines. Alors, j'ai commencé à croire que c'était possible. Mais faites-vous accompagner parce qu'il y a des gens qui peuvent vous aider à croire que c'est possible parce qu'ils sont déjà passés par ce cheminement-là. Voilà. Et je pense que, est-ce que tu as un dernier conseil? Parce que ça, je pense, c'est un très, très beau conseil. Tu nous dis que tu es un chercheur d'or, mais pas le chercheur d'or qui trouve juste la pierre, mais le chercheur d'or qui trouve la pierre, la polie, la rend plus brillante. Donc, est-ce que tu as un dernier message avant on dise bye bye à nos auditeurs? Est-ce que tu as un autre message pour nous, pour notre communauté? Oui, ben, osez entreprendre, croyez en vos capacités, multipliez aussi les collaborations parce que lorsqu'on veut aller, aller vite, on le fait seul et lorsqu'on veut aller loin, on le fait ensemble.
Donc, c'est comme forger les collaborations et puis instruisez-vous. N'attendez pas à ce que, parce que l'apprentissage, là, elle n'arrête pas à l'école. Lorsqu'on veut développer une expertise, on est curieux, on est passionné, allez-y à fond. Allez-y à fond et à toutes les étapes, allez-y à fond parce que votre entourage vous regarde. Parce que des fois, je travaille avec certains jeunes et puis ils me disent oui, je vais être là. Et puis, ils n'arrivent pas à être là, soit à l'heure ou bien ils ne se présentent pas du tout. Donc, il faut vraiment penser que ce que je fais aujourd'hui va être un tremplin pour ce que je veux faire demain. Mais si, à travers ça, à travers notre cheminement, on a développé une constance, on a développé de la discipline, on a développé un engagement, notre oui est oui, notre non est non, the sky is the limit. Voilà. Donc, constance, discipline, engagement et visons le ciel. Voyons le ciel avec tout l'apprentissage qui, qui jalonne ce chemin-là, parce que c'est comme ça qu'on se transforme, hein, en apprenant de manière constante. Voilà. Donc, c'est sur cette belle phrase et ces beaux conseils de Harry que nous, on va vous dire bonne soirée chez vous. Merci de nous avoir suivis. Que le ciel soit notre limite. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée et merci encore, Larissa, pour cette entrevue fort enrichissante. Merci à toi. Okay, bye-bye. Bye.